Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cars Up, c'est Nicolas. Aujourd'hui nous allons vous présenter et partager avec vous l'essai d'une voiture d'une marque que vous reverrez souvent car nous les aimons beaucoup. Elle est rouge, elle a un petit écusson rectangulaire jaune, c'est une Ferrari. Vous l'aurez reconnu, c'est une 308 GTB. Mais pas n'importe quelle 308 GTB, une 308 GTB Vetro Resina, polyester, à carrosserie polyester, une des 808 premières Ferrari 308 GTB. C'est parti! Une 308. Ouais, une 308 GTB. Salut Sam. Ça va? vas-tu? Très bien, et toi? Impeccable. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je sais pas. Ah, regarde derrière, peut-être que ça va t'aider. Normalement, ça devrait t'aider. Ah, elle a le feu de recul qui est dans le pare-choc. C'est donc... Et elle a les clignotants intégralement orange. Voilà. Elle n'a pas le phare de recul dans le clignotant. C'est donc une Vetro Resina. Exactement. Une des 808 premières produites. Et tu viens de réviser ou quoi? Non mais Aujourd'hui, j'ai convié Vincent, qui est responsable des conciergeries chez Cars Up, conciergerie d'Orléans, et qui va m'aider à animer un petit peu le sujet 308 GTB. Cette période d'octobre 75 jusqu'au moment où la dernière polyester a été fabriquée en mai 77, il a été fabriqué 808 308 GTB à carrosserie polyester, temps pendant lequel les outillages industriels nécessaires à l'emboutissage des carrosseries acier ont été réalisés et la production des 308 acier a pu être mise en place en mars 77, un tout petit peu avant l'arrêt de la production de la dernière polyester. C'était assez étonnant en fait de faire une Ferrari à carrosserie polyester en 75. Les Italiens ne sont absolument pas les maîtres du polyester, ce sont les maîtres des matières nobles. L'aluminium et éventuellement l'acier. Alors pour moi qui ne connais pas parfaitement bien ce modèle, quelles sont les différences en fait entre une 308 polyester et une GTB classique? Eh bien tout simplement parce qu'en fait la 308 GTB a été étudiée assez rapidement et qu'il était important de la présenter tout aussi rapidement. En l'occurrence, elle a été présentée au Salon de Paris en octobre 75, entièrement basée sur le châssis de la Dino 246, mais avec le V8 précédemment présenté sur les 308 GT4, qui sont aussi des dinos et non pas des Ferrari. Le temps pendant lequel la production de la 246 s'est trouvée interrompue par la sortie de la 308 GT4 de plus 2, faisait que les clients demandaient à corps et à cri une nouvelle berlinette à 2 places sportive et moins chère que les Ferrari 12 cylindres, beaucoup moins cher. Pour donner une idée, en 75, il fallait de mémoire 73 000 francs pour acheter une 308 GTB, il fallait 115 000 francs pour acheter une bébé. Effectivement, il y a un bel écart. Donc il y a un bel écart. Je trouve que la ligne est d'une pureté assez remarquable quand même pour... Enfin, c'est encore une auto des années 70, c'est pas encore une auto des années 80, mais elle a encore, elle est quand même hyper voluptueuse. Elle a encore cette touche un peu classique. Ouais. Il y a encore quelques rondeurs, mais si tu la mets à côté d'une Dino 246, non, bien sûr, dont elle découle directement, elle est vachement épurée justement. La Dino,
et tout en rondeur, en gamme. Ouais. Précédemment, cette Ferrari, c'était des dinos. La généalogie des dinos, elle est assez facile et simple à expliquer. Il semblerait qu'Enzo Ferrari ne souhaitait commercialiser des voitures de route qu'équipées de moteurs à 12 cylindres. Mais... Il lui était, semble-t-il, inconcevable de gâcher le prestige de sa marque en vendant des voitures économiques. Bon, quand l'idée s'est formée de fabriquer une voiture de sport plus modeste que les grosses Ferrari 12 cylindres et donc moins chère, destinée à une clientèle plus large, le choix s'est porté sur le V6, qui est un V6 de course auquel Alfredo Ferrari, le fils d'Enzo Ferrari, qui était décédé en 1956 et dont le surnom était Dino, il avait participé à l'élaboration de ce moteur. Et il a été décidé de donner ce nom à cette nouvelle marque. En fait, ils ont créé à ce moment-là une nouvelle marque à part entière qui était Dino. Les premières Dino, les 206 et 246 GT, sont donc des Dino. La production s'arrête au tournant de 73-74, au moment où est présentée la nouvelle Dino qui est la 308 GT4. À partir du moment où les 246 ont cessé d'être fabriqués, la demande n'étant pas satisfaite par cette 308 GT4 qui est une proposition différente, c'est une 2+2, elle est plus grande, c'est une très bonne voiture, mais elle ne satisfait pas les mêmes goûts. Et bien, une remplaçante à la 246 a été prévue, ce qui donnera la 308 GTB. Sauf que, dans l'intervalle, la décision est prise. Alors par qui, comment, je ne sais pas. À cette époque-là, Enzo Ferrari avait moins de poids dans les décisions puisque le rachat avait déjà été opéré par Fiat, de la CEFAC, la société qui gère Ferrari. Et il a donc été décidé que la remplaçante, avec le V8 de la GT4, serait une Ferrari et non pas une Dino. Et la marque Dino a disparu avec les dernières 308 GT4 qui se sont appelées Dino, avant de prendre elle aussi le badge Ferrari pour, me semble-t-il, les 2 dernières années de production. C'est un peu plus plein, c'est un petit peu plus épais éventuellement, mais on retrouve la lunette arrière concave, les vitres arrière triangulaires avec le petit retour, l'entrée d'air conique de chaque côté, etc., etc. La vraie différence, en fait, c'est le capot plat. Et les ailes très peu bombées par rapport à la Dino. Et les phares pop-up. Et les phares pop-up, effectivement. Oui, parce que celle-là, elle s'inscrira quand même dans une lignée. On aura la 308, la 328, la 348, presque la 355 finalement. Tout à fait. Jusqu'à la 360 finalement. Elle va quand même inscrire un peu l'ADN des berlinets de Ferrari, quoi. Par ailleurs, ces autos, je fais une toute petite parenthèse, n'avaient pas de concurrence au début des années 70. Si on cherche bien, qu'il s'agisse de la Dino 246 ou la 308 GTB qui la remplace un peu plus tard, des berlinettes à moteur central assez puissantes, très sportives, mais bien conçues, très utilisables, avec 2 places, en fin de compte, j'en vois pas. C'est elle qui a créé cette lignée-là, ce sont ces autos aujourd'hui. Exactement, ce sont elles qui ont créé cette lignée. Parce que ça, en fait, ça fait à quelques dizaines de kilos près, avec les pleins et tout en règle. Ouais, une tonne 250 ou 260. C'est pas mal, hein. Ouais. C'était donné pour 250 chevaux théoriques. 255 théoriques, qui sont en fait, semble-t-il, des SAE. En réalité, il n'y en a jamais eu plus de 230. Au tournant des années 70-80, les V8 chez Ferrari, donc 308 GTB, GTS, et 308 GT4 représentaient 75% des ventes de Ferrari. Ok, c'est énorme quand même. C'est énorme. Et c'est pas en diminution du nombre de V12 vendus. Ça s'ajoute à ce que Ferrari vendait. Une nouvelle clientèle. Donc c'est une nouvelle clientèle et un véritable succès commercial en fait. Ce qui est finalement remarquable historiquement parlant concernant la 308 GTB, c'est que c'est donc, comme on l'a dit, la première Ferrari de route qui ne soit pas équipée d'un V12. C'est la deuxième Ferrari à moteur central, mais c'est la première V8. Et elle initie effectivement chez Ferrari avec des numéros de série impairs qui montrent bien que c'est une Ferrari. Les numéros de série, comme tu le sais sûrement, sont systématiquement impairs chez Ferrari. Impair chez Ferrari et pair chez Dino. Et pair chez Dino. Or, celle-ci a tout de suite été pourvue de numéros de série impairs. Donc c'est bien une Ferrari à part entière. Bon, on va laisser cette auto. Ouais. Allez. Je prends le volant comme d'habitude. Ouais, bien sûr. Ok. Cette fois-ci, j'ai regardé comment tu ouvres la portière. Depuis que je me suis fait avoir avec la Testarossa. Mais ça, tu savais comment ça marchait. Je te laisse t'installer. Comment ça s'ouvre? Ah oui, on a profité des grilles, c'est planqué. Glisse ta main dessous. Eh oui. Alors parce qu'effectivement, avant, sur les générations précédentes, on avait une espèce de petit loquet qu'on faisait tirer. Bon, ça roule bien, hein. En fait, c'est assez confort en plus. Étonnamment confort. Sur celle-ci, on a une direction, mais alors remarquablement douce. Hein. C'est juste incroyable. Ah ouais, puis même là, je suis à 30 à l'heure, et voilà. Bon.
C'est étonnant parce qu'en fait l'auto, quand tu faisais des petits coups de volant, elle avait pas de rebond quoi. Enfin j'ai pas senti de rebond là comme ça. Et en même temps, je la trouve pas trop raide quand on passe sur les dodanes. Ah non, mais c'est le propre. Enfin, elle semble bien amortie quoi. En fait, les suspensions sont relativement souples et sont très bien amorties. En quelque sorte, un peu comme ce qu'on avait, le même constat que dans la Testarossa. Ouais, tout à fait. Ce ne sont pas des bouts de bois. On est en train de bavarder en roulant dans une, tu le disais très justement, une des premières petites Ferrari de sport, hein, si on exclut les dinos. Et en fin de compte, je fais quoi là? Eh ben, je viens de passer la 4e. Je suis à 43 km/h, à 1500 tours, et tout semble parfaitement normal. Ouais, et dans une voiture, ça donne envie de partir en balade. Quoi. Voilà. J'ai l'impression d'avoir un moteur de Packard. Ah ouais, mais elle est bien réglée hein, cette auto. Elle est très bien réglée. Et alors on va s'amuser là, même régime, c'est-à-dire sortie de rond-point, on est à 30 km/h, tout rond, hein, voilà, en 3e. On accélère 1 cm. Et ça marche quand même, hein? J'ai mis 1 cm. Ouais, mais enfin, oui, ça reprend, je veux dire. Ça reprend. Ah oui. Super pédalier pour faire le talon pointe. Ah ouais. Oh la sonorité de... C'est bon. Ça fait juste du bruit, on va pas très vite. Ah ouais. Non, on va pas très vite, mais... Ok, j'ai compris. C'est quand même une petite voiture de sport, si on peut pas s'amuser un peu. Et la boîte, t'as vu une boîte chaude quand t'as l'habitude que ça va. À chaud, la boîte devient maniable, plus on prend des tours et mieux tout fonctionne. Ouais, la voiture s'exprime. Voilà. En plus, tu peux faire un talon pointe extraordinaire. Et voilà, non, et alors après auto, s'être amusé comme des petits fous, regarde, c'est extraordinaire. Voilà, je fais en seconde. On va même se... Allez, j'ai fait l'exprès, j'ai mis la 3e. Voilà, en 3e à 30 km/h. Voilà. Et elle ne proteste. Elle passe d'un état à l'autre. Ce sont quand même des voitures exceptionnelles. Et en plus, ce sont des voitures artisanales. Ah, c'est une auto... C'est incroyable. Bon, est-ce que tu veux la conduire? Bien sûr que je veux la conduire. Est-ce que je te donnerai le volant par ici, par exemple? Eh bah allez. Évidemment, quand je monte dans cette voiture, comme à chaque fois, je commence par régler mon siège. Bah oui. À 3 cm du volant. Et surtout que là, les pédales ont des courses véritablement très longues. L'accélérateur, c'est incroyable. Tu as 2 fois plus de courses que... Ah oui, j'ai senti. Mais c'est surtout, quand tu accélères, tu te dis, c'est marrant, j'ai pas touché le fond. Alors tu recommences. Et t'es pas à fond en fait. Et en fait, c'est beaucoup plus loin le fond. Et l'embrayage, c'est pareil. Alors déjà, la position de conduite, c'est pas mal. Visibilité, c'est pas mal. Ah, on voit vraiment bien dans cette petite lunette arrière. Bah oui. Et même quand on se retourne, c'est comme dans la Testarossa. C'est exactement le même effet. Première en bas. Ah oui, on n'en a pas parlé, effectivement. Seconde. La fameuse grille. La première et la seconde sont inversées, si je me souviens bien, sur cette voiture. La première est en bas à gauche, effectivement. D'accord. C'est une fameuse grille inversée, ce qui est logique d'ailleurs. Pour la conduite rapide, c'est très bien. Tu as 5 et 4 en face, et 2 et 3. C'est un billard, la voiture. Elle roule toute seule. Oui, elle roule toute seule, c'est ça. Ah ouais, c'est extra. Cette voiture. Il est volontaire ce petit moteur. Ah hein. Ouais. Enfin, c'est un 3 litres quand même. Ouais, c'est un 3 litres, mais c'est bien ça. T'as vu comme ça s'ouvre? Ouais, ça s'ouvre un peu. Ah oui. Ah oui, là. Ah, c'est vrai qu'elle est complètement sous-vireuse en. Oui. Bah, de toute façon, ce genre d'auto, quand
on charge pas le frein avant, dès qu'on accélère... Ah ouais, t'as vu là, tu l'as senti là? Ah oui. Ah ouais. Les suspensions sont assez souples, l'amortissement est très bien, mais de qualité, mais les suspensions sont souples, donc la voiture prend du roulis, elle prend de l'angle, elle se vautre un peu dans les virages. C'est certainement pas une voiture de course, mais elle accepte bien volontiers d'être menée tambour battant et éventuellement, momentanément, sur piste. Le comportement naturel de l'auto est quand même... Le comportement naturel est souverain. Ah non, c'est bien. En fait, c'est beaucoup plus facile de pousser le train avant plus que de... Alors, attends, j'ai un petit problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est ton siège qui s'est... Oui, il faut remonter le levier, il faut le remonter dans un cran. Ah oui, le petit ressort de rappel Ouais. n'a plus bien fonctionné. Non, il marche plus. Hop. Mais c'est vrai que là, ça c'est extra par contre. Je suis à 20 km/h. 900 tours, Ouais. en troisième. Un tout petit peu de tressautement parce que je suis vraiment parti très bas. Ouais, elle est un peu octée parce que t'es... Mais là, Mais je pense que, en fait, c'est une question d'application. Même à 900 tours en troisième, Ah ouais, si ça. on arrivait à avoir juste la pression d'accélérateur qui va bien, voilà. C'est vraiment marrant. et là, vraiment, elle repart à 900 tours, 1 cm de gaz. Alors si j'en mets un peu plus, et encore que. Non, elle est bien, hein. Ah ouais. Ah oui, je te parlais de couple tout à l'heure parce qu'à chaque fois on commence les phrases et on les termine pas. Donc c'était donné pour 29 mètres kilos, c'est-à-dire 284 Nm à peu près, à 5000 tours, ce qui semblerait être les caractéristiques d'un moteur pointu, les chevaux étant délivrés à 7007 paraît-il. Mais en fait, 80% de ce couple est disponible dès 2500 tours. Ah ouais, elle a un couple d'enfer. C'est vrai qu'il arrive tôt. Je suis à 2500 tours, j'ai tout de suite là. Ah, il est là. Ah non, elle est extra cette voiture. C'est une voiture qui est d'une facilité de conduite assez invraisemblable. Tu ne cales jamais, le moteur est extrêmement doux, très souple, ça repart à 1000 tours en quatrième sur un filet de gaz sans hoquet. On a envie de la conduire en douceur en fait. Hein. Mais finalement, on s'est amusé à voir un peu ce qu'elle valait. elle est très amusante, parce que c'est une voiture joueuse. Et Mais finalement, en mode comme on est en train de le faire là, c'est-à-dire balade, plaisir soutenu. On a une auto qui est hyper volontaire. Elle est tout le temps prête à nous accompagner, qu'on aille quoi. Du début jusqu'à la fin, j'étais Non bluffé. mais mine de rien, pour les gens qui veulent acheter une Ferrari de collection, qui veulent pas trop s'ennuyer, enfin entre guillemets pas trop s'ennuyer, en tout cas qui veulent pas un truc impossible à entretenir, qui marche jamais et tout, c'est quand même un bon compromis. Hein. Oui, surtout si tu considères que celle-ci c'est donc des 808 premières à polyester, à carrosserie polyester qui coûte un peu plus cher. Hein, Bien sûr. Ouais, il y a une valeur plaisir-placement, il y a du sens quoi. Mais si on prend une acier ou une plus tardive Quattro Valvole, qui marche très très bien aussi, et qui sont, contrairement à la fiche technique qui indique 15 chevaux de moins, en réalité elles en ont 10 de plus, c'est vraiment beaucoup de plaisir pour une... Alors, ce ne sont pas des voitures gratuites, hein, ça reste des Ferrari, Ouais, mais c'est pas, est sous les pas 100 000 euros quoi. Voilà, c'est pas à la portée de toutes les bourses, mais ça reste abordable. Bon Nicolas. Et bien voilà, on aurait pu essayer la clim. Non, En fait. alors il y a la clim, Ben oui, mais on l'a pas essayé. elle fonctionne pas. Ah, donc on n'a rien manqué alors. Bon Nicolas, merci d'être venu avec cette voiture. Elle est exceptionnelle. Ouais, elle est conforme à tes souvenirs de 308 parce que tu en avais. Elle est roulé. très conforme, elle a une petite pointe de légèreté en plus. Je ne sais pas si c'est dû au fait que ce modèle soit en parfait état. C'est peut-être les vieux TRX, un peu durs. Ouais, mais en tout cas, elle a une pointe de légèreté que je ne retrouve pas sur les versions acier. Mais quand tu me dis l'écart de poids, c'est un passager. Donc, à peine, un petit passager. C'est un petit passager, c'est un passager comme moi. Quoi. Ouais, et ça donc, serait parti pour moitié sur l'avant et sur l'arrière en plus quand donc tu installes les passagers. je ne saurais pas te dire si c'est dû à ça. En revanche, non, en fait, les revanche, 308, comme toutes les voitures un peu anciennes, elles ont des. Tu sais, comme les typeurs, on en parlait déjà. Ouais, elles sont chacune. Tu passes de l'une à l'autre, parfois, tu as même l'impression que ce sont des autos d'un type différent. En fait. Bon, Nicolas, Sam, à la prochaine.
à très bientôt avec une auto dans laquelle on aura peut-être un peu chaud encore. Ah ouais? Ouais, Bon, c'est possible. je m'attends au pire. À la prochaine, bye bye. Salut Sam, à bientôt. Eh bien, comme d'habitude, nous allons reconduire cette voiture à la conciergerie Cars Up d'Orléans et je vous invite à me suivre. Nous voilà de retour à la conciergerie Cars Up d'Orléans. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne YouTube Cars Up. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo test Cars Up. C'était Nicolas. Merci. Au revoir.